Et bonjour à tous, c'est Calderman. Aujourd'hui je vous invite à suivre la vidéo sur la forteresse oubliée. Donc c'est une région qu'on peut visiter très tôt dans le jeu, puisque on peut s'y téléporter directement après avoir tué le poursuivant dans la forêt des géants. Donc c'est une région vraiment qu'on peut faire assez tôt. Moi j'ai préféré la faire un peu plus tard, tout simplement parce qu'on va rencontrer notamment, autant si les mobs et les ennemis ne sont pas très puissants, c'est les boss qui vont poser problème avec que ça soit les sentinelles ou alors que ça soit avec les gargouilles. Même si les gargouilles ce n'est pas tout à fait dans la même région, mais c'est vrai que c'est tellement proche et lié que du coup on a tendance un peu à mélanger les deux. Bref, les boss étaient un peu durs, du coup on va le faire maintenant puisqu'on a un niveau quand même assez élevé et on va pouvoir du coup on va dire se balader entre guillemets, puisque comme d'habitude cette fois-ci ce qui va être très intéressant, ça va être le nombre d'ennemis par moment qui peut nous submerger, et ça risque d'être compliqué. On va retrouver en fait des ennemis qu'on avait rencontrés à la fin de la forêt des géants, c'est-à-dire au moment où on a tué le poursuivant. Juste avant on avait rencontré des ennemis qui ressemblaient un tout petit peu à l'armure de Ken Earth dans Bloodborne. Donc on va rencontrer ces ennemis là. Parfois ils vont être 2, 3 et parfois plus. Du coup il faudra se débrouiller évidemment pour les tuer rapidement. Dans cette vidéo, comme je vous montre ici, ça va être très intéressant parce qu'on va pouvoir enfin commencer à augmenter notre épée de Drangleic. On va pouvoir enfin l'infuser en foudre, donc vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais me préoccuper dans un premier temps de vous présenter une partie, je dis bien une seule petite partie de la région de la forteresse oubliée. On va augmenter du coup l'épée de Drangleic en plus 3, on va essayer du moins parce qu'on va rencontrer des poursuivants. Et on va l'infuser en foudre. Donc voilà, un programme quand même assez copieux, même s'il n'y a pas de boss et tout ça, c'est pas très grave. Moi dans un premier temps, ce qui m'intéresse vraiment ici, c'est de faire en sorte que mon personnage soit prêt à accueillir les différents boss de la zone. Sachant que dans une des zones après la forteresse oubliée, on va pouvoir tuer le premier roi. Donc ce qui va se passer, pour vous dire un petit peu, je vais faire 3 vidéos sur la forteresse oubliée. Donc une première vidéo, je vais faire le tour de la forteresse oubliée sans récupérer 2-3 petits objets. Une deuxième où en fait on va commencer à récupérer des objets et on va aller tuer les gargouilles, et une troisième vidéo avec on va récupérer une clé, la clé de la forteresse, et ensuite on ira tuer le boss, le premier boss voilà, parce que dans le jeu en fait le premier boss qu'il faut tuer sur les 4, c'est quelque chose qui est obligatoire évidemment. Je dis pas les noms parce qu'en fait je risque de dire des bêtises. Je sais que le boss c'est la prêtresse en fait il me semble, mais je suis pas tout à fait sûr, donc je préfère éviter de dire des noms ou quoi que ce soit. Je vous donne juste en fait l'introduction des 3 vidéos qui vont venir et qui vont tourner autour de la forteresse oubliée. Donc dans un premier temps j'ai pris le feu qui était le qu'on peut trouver le plus tôt possible, donc c'est après avoir tué le poursuivant. Et vous allez voir qu'en fait on va parler beaucoup du poursuivant parce que c'est une zone où on va pouvoir gagner, enfin en tout cas avoir des titanites scintillantes, pour la simple et bonne raison parce qu'on va rencontrer des poursuivants. Donc en tout dans la région il y en a 4, et on va devoir les tuer cette fois-ci sans utiliser d'arbalète, on va devoir les tuer avec notre petite épée. Et du coup à chaque fois qu'on va en tuer un, on va récupérer une titanite scintillante, et comme ça c'est vraiment très très bien. Vous allez voir que à la fin de cette vidéo, mon épée principale sera l'épée de Drangleic. C'est une épée vraiment très très intéressante. Donc le premier poursuivant que l'on peut rencontrer c'est ici, mais avant d'y aller, bien sûr je vais aller m'occuper d'infuser mon épée de Drangleic. Voilà, donc c'est vrai que c'était une longue introduction, je vous l'accorde, mais j'avais vraiment beaucoup de choses à dire, tout simplement parce que je comprendrais qu'à la fin de cette vidéo on me dise bah tiens t'as pas tiens je vais juste parler de mon attaque à deux mains. Voilà, regardez cette attaque à deux mains avec mon épée de feu, très intéressante, ça déstabilise mon adversaire, il peut pas nous attaquer. Elle est vraiment très puissante. Voilà, donc comme je vous disais, j'ai préféré faire une longue introduction parce que voilà, je vais pas faire toute la zone de la forteresse oubliée, donc ne vous inquiétez pas s'il y a des oublis, c'est pas grave parce qu'on y reviendra dans la deuxième et troisième vidéo. Voilà, donc on rencontre de nouveau Lucasiel, c'est très important de lui parler maintenant parce qu'on va après, une fois qu'on lui aura parlé, on va la retrouver dans le ravin noir, mais ça sera dans 4 ou 5 vidéos maintenant. Mais c'est intéressant de lui parler maintenant et vous allez voir qu'elle a des choses à nous dire, son histoire est plutôt émouvante. On voit qu'elle a une relation avec son frère, et en réalité son frère a été, on va dire qu'il a reçu un maléfice, et du coup Lucasiel le cherche. Juste une petite chose, donc là on récupère la clé, et aussi n'oubliez pas qu'il y a 2 coffres quand on arrive, on se fait téléporter avec l'oiseau là. Il y a 2 coffres à ouvrir, dont notamment un qui possède une braise mourante, il faut absolument l'avoir avec vous. Voilà.
Donc là, elle dit tout simplement que avec son frère, ils se sont amusés à essayer de se battre à l'épée, mais elle a toujours été moins forte que lui. Voilà, donc il a disparu, et elle, tout simplement, elle le recherche. Et une fois que vous lui avez parlé, et bah du coup, on va en continuer l'histoire avec le Cassiel, et on pourra l'invoquer contre différents boss. C'est plutôt cool. Alors, on pourrait aller sur la gauche là-bas, mais on ira un peu plus tard parce qu'en fait, il faut une branche embaumante. On va en récupérer une. En fait, il y en a une juste à côté. Et ça, je le ferai, je pense, dans une autre vidéo parce que c'est la région où nous allons tuer le premier boss de la zone. Les sentinelles. Un boss assez compliqué si on arrive à bas niveau ici. Hein. Ça, on va pas se mentir. Vous voyez qu'on retrouve en fait ces ennemis. Moi, je les appelle les Kunhurst, mais tout simplement parce que dans ma tête, c'est plus clair. Voilà, il faut une branche ancienne embaumante. On va pas s'en occuper maintenant. Alors, ici, l'idée, ça va être d'attirer l'ennemi. Vous voyez qui est ici. On va lui lancer, pourquoi pas, un petit kunai empoisonné. Histoire qu'il vienne vers nous. C'est très important, en fait, qu'il vienne vers nous, parce que tout simplement, il a un bidon explosif qu'on va utiliser pour faire exploser un mur et rejoindre Macduff. Du coup, c'est le forgeron qui va nous permettre d'infuser notre arme. C'est vrai que j'aurais pu aller chercher la clé de la forteresse maintenant, mais je trouve que ce n'est pas intéressant en fait. Tout simplement parce que je préfère... Voilà, moi, en fait, mes 3 vidéos, je les ai un peu écrites dans ma tête, et du coup, je sais l'ordre que je vais donner. Donc ne vous inquiétez pas, hein, après vous faites comme vous voulez, hein, si vous connaissez le jeu et vous savez où se trouve la clé de la forteresse, bah allez-y, il n'y a aucun problème avec ça. Je vais essayer, donc du coup je vais essayer de la faire tomber le tonneau pour que ça explose, c'est pas gagné. Ah bah j'ai eu de la chance, ok. Ouais, c'est vrai que là le moteur graphique, le moteur du jeu parfois donne un peu le vertige. Alors ici il y a une grille à ouvrir, on l'ouvrira dans quelques instants maintenant. Je vous conseille d'avoir 7000 âmes sur vous, c'est pas mon cas, c'est plutôt dommage. Voilà, la clé de la forteresse en fait ouvrirait simplement la petite porte. Ouais, moi il me faut 7000 âmes, bon, ça m'embête un petit peu. C'est pas très grave, hein, j'irai farmer un petit peu, je sais pas si je couperai la vidéo, mais j'irai taper en fait des chiens. Les chiens qui sont, qui peut générer pas mal d'effigies humaines, donc si vous en avez plus, vous pouvez essayer de farmer un peu ces effigies humaines, sachant qu'ici les chiens, il y en a pas mal. Allez, on va aller voir Macduff avec plusieurs coffres à ouvrir, bien sûr. Des coffres à côté d'un forgeron, eh bien, c'est souvent des titanites et tout ça, ou des armes. Alors, il va nous demander la braise, donc la braise, on l'a récupérée juste avant le Cassiel. Avant, dans Dark Souls 2, le jeu de base, elle était à la forteresse de fer. Donc du coup, on était obligé de faire la forteresse de fer pour obtenir la braise. Et ici, là, je pense dans Scholar of the First Sin, ils ont dit que c'était peut-être un tout petit peu compliqué de faire dans ce sens-là. Du coup, ils nous ont aidés, ils ont mis simplement la braise à côté. Vous voyez qu'il vend un arc long avec des grandes flèches en fer. Donc ça peut être intéressant pour ceux qui souhaitent avoir un arc un peu plus puissant. Même si je trouve que c'est pas le mieux. Par contre, il vend un bouclier avec 100 de parade physique. De résistance physique, c'est plutôt intéressant. Et vous voyez que je pourrais augmenter pour 1180 âmes mon épée de Drangleic. Donc là je suis en plus 1. Mon objectif, comme je vous l'ai dit, hein, à la fin de ces 3 vidéos là, c'est que mon arme soit en plus 3. Donc c'est très simple en fait, hein, les titanites scintillantes. Pour l'augmenter en plus 1, il faut une titanite scintillante, en plus de 2 titanites, et etc. etc. Jusqu'à plus 5. Voilà, on voit que notre ami Macduff est assis sur un coffre. Donc, du coup, pour le déplacer, il suffit simplement d'allumer la torche. Voilà, des carreaux lourds, ça peut être intéressant si vous jouez avec une arbalète. Et à partir de maintenant, je sais pas si je l'ai dit, je pense pas, mais à la fin de la vidéo, je vais faire en sorte d'augmenter mon ADP. Afin de pouvoir... je vais augmenter en fait un peu ma force pour être à 30. Qu'est-ce que je vais augmenter d'autre? Et puis surtout, oui, mon ADP tout simplement pour prendre les potions plus rapidement. Ça va faire gagner quasiment entre 0,5 et 1 seconde le temps d'attente quand vous prenez votre potion. C'est vraiment très intéressant de le faire à partir de maintenant parce que je considère que en termes d'endurance, de vie, de force et de dextérité, ben, on est plutôt bien quand même.
Voilà, on a une titanite scintillante, donc là ça m'en fait 1 sur 2. Et comme il y a 4 poursuivants, bah vous avez bien compris que je vais pouvoir l'augmenter en plus 3. Voilà, donc on possède un marteau d'artisan, c'est exactement le même moveset que le marteau classique, donc il fait des dégâts, on va dire, de frappe. Donc pour les ennemis qui ont des armures, ça peut être très intéressant d'augmenter le marteau, par exemple, vous savez que vous pouvez l'augmenter en plus 6 avec des titanites et des fragments de titanite et des grands fragments de titanite, comme on en a à la pelle, rappelez-vous, parce que quand on farm, et bien du coup, c'est intéressant, je pense, de l'augmenter en plus 6 si vous avez envie. Et de l'essayer. Surtout à deux mains. Deux mains, c'est une arme qui est vraiment très rapide. Alors, j'ai pas 7000 âmes, malheureusement. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais taper 2-3... Non, bon, on va faire le tour. Écoutez, on va faire le tour, c'est pas très grave. Donc cette fois-ci, on va se téléporter à l'endroit où on est censé aller, juste après le quai de la désolation, rappelez-vous. Quand on arrive de la quai de la désolation, eh bien on arrive par ici. Du coup, je vais aller tuer les ennemis qui s'y trouvent et on va débloquer en fait le raccourci. Rappelez-vous, à côté de Macduff, il y avait une espèce de grillage. Il y avait une espèce de grillage, on va aller l'ouvrir. Voilà. Donc on voit en fait un brouillard au-dessus de ma tête. C'est plutôt marrant parce qu'en fait c'est le brouillard de la fin de zone. Et on peut, grâce à une pierre de Pharos, et bien tout simplement zapper les 2 boss de la zone. Et vous allez voir, je vais vous le montrer puisque je vais faire le parcours. Allez, un petit raccourci. Et ici on va arriver, on va rencontrer le premier poursuivant. Je vous conseille dans un premier temps de tuer les chiens. Vous allez voir qu'il y en a pas mal. Il y a 2 arbalétiers qui sont posés sur les petites passerelles. On va se faire un plaisir de les tuer. Voilà, regardez, le poursuivant arrive. Nous, on va pas le tuer maintenant. Moi, je vais le tuer une fois que j'aurai infusé mon épée d'anglais. On va simplement faire le tour pour récupérer... je dis pas de bêtises, je me rappelle plus. Je vais me taire pour éviter de dire de bêtises. Je crois que c'est un grand fragment de titanite, mais je suis pas sûr. Si, grand fragment de titanite et un fragment de fiole d'estus, voilà. C'est pour ça qu'il était important. En fait, je l'avais marqué sur mes petites notes, là, à côté. J'avais marqué coffre important. Malheureusement, j'avais pas marqué les contenus. Comme d'habitude, hein. Il y a certains contenus que je connais. Le coffre. Ah, il est pas mort, ça. Et d'autres, je mets juste que c'est super important de le prendre, sans vraiment savoir ce qu'il y a. C'est pas très grave, hein. Comme ça on le découvre ensemble en vidéo. On est sûr de pas le louper, c'est ce qui compte quand même. Comme d'habitude, je suis pas là pour vous montrer que je connais le jeu par cœur, que je suis plus fort ou quoi que ce soit. Non, pas du tout, c'est un guide. Je suis juste là pour vous montrer le cheminement complet pour avoir un maximum d'objets avec vous. Et puis le niveau, le build, et puis les informations nécessaires pour que vous preniez plaisir à jouer. Il faut savoir qu'un jeu comme Dark Souls, moi je le vois comme ça, enfin le jeu je le vois un peu en 3 phases. Donc c'est-à-dire il y a une première phase où on réfléchit à nos actions, la deuxième phase où on fait nos actions, et la troisième phase où on réfléchit aux conséquences de nos actions. Et je trouve que c'est exactement ça, Bloodborne. Il faut comprendre que ce jeu-là est un espèce de code, hein. Ce sont des lettres, ce sont du français, ce sont des lettres, ce sont des mathématiques, et tout ça font un jeu. Donc il y a plusieurs petits ateliers, des gens qui travaillent sur le level design, qui travaillent sur le game design, des choses comme ça, sur le moteur, et, sur le son, sur la musique, et tous ces gens-là se rassemblent pour faire le jeu, et chacun de son côté. Et l'osmose de tous ces petits ateliers font un jeu. Et Dark Souls, il faut comprendre que si on comprend ces mécanismes, les mécanismes du jeu, eh bien, on arrive à jouer tout simplement. Et généralement, c'est vraiment l'idée, quand on voit un ennemi ou une baston, c'est tout simplement réfléchir à ce qu'on va faire l'action et vraiment prendre conscience de ce qu'on a fait. Par exemple, l'ennemi qui m'a sauté dessus et qui m'a fait des dégâts de feu, eh bien, j'aurais dû réfléchir un petit peu avant à la possibilité qu'il y avait un ennemi, éviter de prendre le risque pour tout simplement aller sur un côté et vérifier que je connais bien mon environnement.
ensuite le tuer et réfléchir, est-ce que je l'ai tué au bon moment, comme ça. Ça peut être un peu, voilà, c'est un peu particulier comme notion, mais ce qu'il faut comprendre, et ça c'est quelque chose qu'on retrouve un peu dans tous les jeux, c'est-à-dire qu'est-ce que vous accordez, le temps que vous accordez à une action. Donc imaginons que vous êtes dans une zone facile, vous allez dire que c'est facile, je vais pas mettre beaucoup de temps, du coup je vais y arriver. Donc si vous mourrez, c'est plus frustrant. Si c'est une zone difficile, vous lui accordez plus de temps à cette action-là, à cette zone ici. Et c'est vraiment ça qui est très intéressant, c'est toute cette notion de le temps que vous accordez à une action. Et c'est de là où découlent généralement les frustrations. Et Dark Souls, c'est exactement ça. Hein. Généralement, ceux qui sont patients, ceux qui prennent notion de leur environnement, eh bien, arrivent très très bien à jouer. Celui qui va se précipiter, qui va spammer le bouton pour tuer les ennemis, lui, va avoir plus de difficultés. Voilà, donc je vous conseille simplement de monter à l'échelle parce qu'il y a... vous voyez quand il y a des petites zones comme ça qui sont faciles. Il y a des petites zones qui sont faciles, comme ça je prends la peine de m'exprimer un peu sur mon point de vue. Et je sais que les jeux Dark Souls, c'est plus vous y jouez et plus vous allez prendre de plaisir à le faire. C'est vraiment, le plaisir passe par le temps dans ce genre de jeu-là. Je vais pas vous mentir, Dark Souls 1, mais on va dire mes 4-5 premières heures de jeu, alors que lui il est plutôt sympa, il essaie de monter à l'échelle mais il peut pas, il doit pas être codé en tant que je peux monter l'échelle, c'est plutôt rigolo. Voilà, donc comme je disais, dans Dark Souls 1, moi les 5-6 premières heures de jeu j'avais pas aimé, 150e heure de jeu j'ai adoré, et exactement pareil pour Dark Souls 2, la seule différence c'est peut-être Bloodborne, dès les premières minutes j'ai tout de suite adoré, notamment parce que son gameplay est quand même plus accessible qu'un Dark Souls. Voilà, je me suis permis aussi de parler tout simplement parce que c'est une zone qu'on va refaire un peu plus tard. Faut bien comprendre que cette première vidéo, c'est vraiment faire le tour global de cette zone, sans vraiment trop se prendre la tête. Juste on va faire le tour et... tranquillement, et on reviendra dans les détails dans des prochaines vidéos. Voilà, je vais revenir sur mes pas. En fait, quand on suit ce parcours-là, cette zone ici, c'est la zone où on va activer en fait une pièce avec la pierre de Pharos. Et ensuite, une fois qu'on a traversé la pièce, on va monter une petite échelle et on a fini la zone en fait. On va se retrouver au brouillard où on était tout à l'heure. Et ça, on va le faire bien sûr, dans quelques minutes. Alors, ce que je vous conseille à partir de maintenant, si vous avez plus de 7000 âmes, c'est d'aller à la cathédrale bleue, là où nous avions tué, alors tout le monde l'appelle Orstein, moi je l'appelle pas tout à fait comme ça. Orstein qui était un ennemi dans Dark Souls 1. Voilà, alors, une fois que vous avez 7000 âmes, vous pouvez venir ici, à une seule condition, on va pouvoir parler à notre ami à une seule condition, c'est que vous possédez la marque de loyauté. Donc vous rappelez-vous, c'est en fait ce petit objet-là, je vais vous le montrer rapidement. Juste ici, voilà, marque de loyauté, gage de l'aide offerte au maître d'un autre monde. Alors, nous avons récupéré cet objet-là dans la, comment ça s'appelle, dans le bosquet. Oui, c'est ça, c'est dans le bosquet. Je vais vous mettre une petite vidéo en haut à gauche ou en haut à droite, je sais pas encore. Je vous mettrai là où je l'ai récupéré. Une fois que vous avez cet objet-là, eh bien, on peut lui parler. Ah, j'ai mis non. Voilà, une fois qu'on dit oui, comme d'habitude, quand on rejoint un serment, la première chose que l'on obtient, c'est un anneau. Voilà, on va apprendre émote, salut de duel. Donc, et ici, il va vendre du coup des pierres foudroyantes. Moi, je vais en acheter une. Je suis pas sûr que ça soit le seul PNJ du jeu à vendre des pierres de foudre. Mais par contre, ce que je suis sûr, c'est que on peut y accéder très tôt dans le jeu, et ça, c'est plutôt cool. Voilà, donc il vend des sorts, il vend des miracles, il vend une masse d'armes et hallebardes. Ce sont normalement, lui, il vend des sorts ou des armes que vous avez déjà à ce moment-là du jeu. Allez, du coup, on va retourner à l'atelier de Macduff. L'avantage, c'est que vu qu'il y a un feu juste à côté de l'atelier, on peut s'y téléporter rapidement. Il faut comprendre qu'en rejoignant le serment des sentinelles bleues, plus on va aider des gens, plus on va gagner de points. Et en réalité,
une fois, et à chaque fois que vous voyez, c'est ça, à chaque fois que vous allez aider des gens, vous allez gagner des points, et au bout de 500 points, je crois que c'est quelque chose comme ça, et il va vous donner des objets. Je crois que c'est 50, 100 et 50, 250 et 500. À chaque fois, il va vous donner des objets. En fait, vous allez monter en grade dans le serment. Voilà. Malheureusement, je n'ai pas d'âme, encore une fois, je vais tuer les chiens. Je suis désolé pour ce contretemps, c'est vrai que j'aurais peut-être dû préparer ça, faire en sorte d'avoir des âmes. Est-ce que j'en ai? Ah bah oui, en plus j'en avais. Bon, bah, c'est pas très grave. En fait, j'ai fait toute la zone de tout à l'heure pour pas grand-chose. C'est pas grave, ça m'a permis de parler, de m'exprimer un peu sur le jeu. Voilà, parce que j'ai énormément de choses à dire, je pense que ça se ressent dans mes vidéos. Alors, quand on infuse une arme, que ça peut être une pierre trouble qui donne des dégâts magiques, une pierre de feu qui va vous donner des dégâts de feu, hein, rien d'extraordinaire, une pierre foudroyante pour la foudre, et à chaque fois vous voyez que ça, en fait, ça réduit, alors je sais pas de l'ordre, je crois que c'est 35 ou 40%, je sais pas exactement, mais ça réduit les dégâts bruts de votre arme, mais ça rajoute voilà, des dégâts, là par exemple en foudre. Ça c'est quelque chose à prendre en compte. Mais ne vous inquiétez pas, puisque comme on va augmenter mon arme, quand on va augmenter notre arme avec les titanites scintillantes, on va augmenter aussi ses dégâts en foudre. Voilà. Ça n'augmente pas que les dégâts bruts. Par exemple, si votre arme est déjà en plus 5 ou alors en plus 10, si vous êtes déjà en plus 10, vous pouvez tout à fait infuser votre arme. Vous pouvez le faire quand vous voulez. De toute façon, l'augmenter ou alors si elle est déjà à fond, ça n'a aucune conséquence sur. Je vous laisse apprécier après les différents sorts qu'on peut utiliser. Il y a pierre pâle, hein, ça permet de redonner les dégâts normaux de votre arme. On peut faire des dégâts de saignement, de ténèbres, de poison. C'est à vous de choisir. Moi je vais choisir la foudre, tout simplement parce qu'on va rencontrer bientôt des ennemis qui vont être baignés dans l'eau. Et évidemment la foudre et l'eau ça fait des dégâts. Voilà, donc je vais enlever ma petite épée de feu. Elle m'a bien servi pendant très très longtemps, mais maintenant, place à l'épée de Dangleck. Voilà, on voit que ici j'ai un petit, comment ça s'appelle, un petit bonus de foudre, et la foudre va correspondre à la foi. Donc plus je vais augmenter ma foi, plus je vais augmenter mes dégâts de foudre sur mon arme. Alors, ce n'est pas quelque chose que je vais vous conseiller, tout simplement parce que si vous augmentez par exemple votre foi de 10 points, vous allez faire entre 3 et 5 dégâts de plus avec votre épée en foudre. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment donner des points, des niveaux dans quelque chose qui n'est pas significatif. Alors évidemment que ça sert, hein, vous allez faire plus de dégâts, mais pas à ce point-là. Je trouve que ça serait dommage. Peut-être si vous jouez dans un New Game Plus, un New Game Plus Plus ou quelque chose comme ça, peut-être que ça vous servira. Mais là, très honnêtement, je vous conseille de mettre vos points ailleurs. Notamment dans l'ADP, dans mon cas. Alors, 69,7. Je vais augmenter aussi la vigueur. Oui, c'est ça. Du coup, je vais augmenter ma force. Je vais augmenter ma vigueur dans un premier temps. Je pensais pas que j'en allais en avoir besoin. Au final, merci. Donc c'est pas très grave. Donc une fois que c'est fait, tout simplement, on va refaire la zone que je vous ai montré, et on va aller tuer d'abord le poursuivant. Et vous allez voir qu'il y a une petite technique pour le tuer. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il va apparaître là-bas. Et que si vous venez là où je suis en ce moment, si vous venez ici, ce qui va se passer, voilà, si vous venez ici, eh bien, il va retourner dans ce monde. Et pendant qu'il fait son animation et retourne dans son monde, eh bien, on va pouvoir le taper et le tuer. Je vous assure que vous avez peut-être 10 secondes, si vous êtes proche de lui, pour lui faire extrêmement mal. Donc je trouve ça vraiment, pour moi c'est la technique, c'est le poursuivant le plus facile, simplement parce qu'on va pouvoir abuser de cette animation. La dernière chose que je veux dire sur le poursuivant, vous voyez que j'ai énormément de choses à dire, hein. C'est vrai que, désolé si je vous saoule un peu avec, si je vous noie sous le nombre de mes mots et de mes phrases, mais voilà, pour moi tout est important. Mais voilà, il faut vraiment comprendre qu'à la fin, quand il lui reste 10% de vie, il va faire une attaque magique. En fait, il va vous envoyer des boules alors je sais pas si c'est de ténèbres ou quoi que ce soit, mais il va vous envoyer des boules comme ça, et bien sûr, il faudra se mettre très très proche de lui pour éviter, ou alors derrière, hein, tout simplement. Si vous vous mettez derrière lui, ça se passera bien. Je pense qu'il n'aura pas le temps de faire ses attaques de ténèbres, parce que je vais le tuer quand il fera son animation, où il partira. Allez, c'est parti. Attention parce que il y a un arbalétier juste au-dessus. Voilà, donc je vous conseille vraiment de le taper ici.
Donc c'est un ennemi très facile. Dans un premier temps, il va faire son attaque comme ça, hein, oui, son bouclier magique, je l'appelle. Et l'idée, ça va être de rouler sur lui. Vraiment, quand on fait une attaque, essayez de rouler simplement sur lui. C'est vraiment la technique, moi, que j'aime bien. Alors, je vais juste me concentrer un peu. C'est pas un problème. Normalement, il ne pose pas de problème. Surtout que, comme il y en a 4, on va avoir le temps... On va avoir le temps de s'entraîner face à lui. Alors. Je vais y arriver, hein, je vous assure. Faut juste un peu de temps. Allez, vous vous tapez qu'une seule fois. Quand il a son épée bleue, comme ça, il va essayer de vous maudire. Donc, il va essayer de vous embrocher, en fait. Voilà, là, il fait sa triple attaque. Avec l'attaque, hop. Comme ça. Vous prenez des gemmes de vie, vous prenez votre temps. Et quand il fait cette attaque-là, bien sûr, il faut rouler. Et vous tapez. Moi, je tourne dans le sens anti-horaire. Je trouve que c'est quand même... Alors, j'ai vraiment pas de chance parce qu'il fait toujours son combo de triple attaque. Normalement, il fait plus souvent cette attaque-là. Vous voyez, c'est cette attaque où il essaye de vous maudire. Il fait cette attaque-là. Voilà, ça, vous l'avez bien compris. Et on continue. Voilà, cette attaque-là, c'est la plus facile parce qu'en fait, il suffit simplement de vous rouler dessus au bon moment. Donc là, je vais le tuer sans vous montrer en fait la technique. Je vais vous montrer ça. Regardez ce qui va se passer. Il va venir. Ah bah non, il vient pas du coup. Tout simplement, voilà. Là, il part en fait. Je me demandais en fait, il allait pas partir. C'est simplement qu'il allait faire son attaque de ténèbres. Bon, mais j'ai pas réussi à vous montrer. C'est plutôt dommage. Voilà, vraiment la technique, c'est les roulades. C'est pour ça que je vais aussi faire en sorte d'augmenter mon ADP pour être de plus en plus agile. Car mon idée, c'est vraiment de faire les roulades au bon moment. C'est vraiment un coup à prendre. Prenez le temps, je vous conseille vraiment, même si vous mourrez plein de fois, prenez le temps de comprendre son pattern, de comprendre ses mouvements et de le tuer comme il faut. Je vous le conseille vraiment parce qu'en fait, on va en rencontrer du coup 3 autres. Et autant vraiment s'entraîner, autant les tuer et augmenter son épée de Dangleck. Après, si vous utilisez une autre épée et vous avez besoin de titanite classique, bon, bah, y a aucun problème, hein, vous pouvez... vous n'êtes pas obligé de le tuer. Ici, j'ai des objets pétrifiés, c'est des objets que je vais, vous voyez, en fait, en appuyant sur croix, je mets l'option laisser. C'est des objets qu'on peut donner aux oiseaux. Et les oiseaux vont avoir l'intelligence, par moment, de vous donner des petits cadeaux. Donc, vous lui laissez des objets pétrifiés, oui, c'est des objets pétrifiés. Vous donnez ces objets-là et vous avez la chance d'obtenir des titanites scintillantes. Je pense que je vais vous le montrer dans une des 2 vidéos qui arrivent. Voilà, donc en fait, je vais refaire... Aïe! Il m'a fait mal. Je vais refaire la zone. Les piliers en bois, meilleur ami. Alors que le chien se barre. Vous avez vu? Il est parti. Bah dis donc, je vais y arriver. Ah, c'est marrant parce qu'il est parti. Il est revenu. Je me suis dit, tiens, c'est l'heure de ma sieste. Alors je vous déconseille de passer par là, je vais juste vous le montrer. Hein. En fait, que c'est un tout petit peu compliqué, regardez. Il y a un arbalétier, je crois qu'il y en a 2 d'ailleurs, plus celui-là. Donc moi, je trouve que c'est un tout petit peu trop compliqué. Alors, quelque chose qui est très intéressant que je vais utiliser bientôt, c'est mon attaque R2 avec cette arme. Parce qu'en fait, c'est le moveset en R2, il va faire une attaque destock en fait. Et on va pouvoir voilà, taper en fait juste devant soi. Donc si par exemple on est dans un endroit plutôt exigu, eh bien on va pouvoir tranquillement une attaque face à soi. Et c'est quand même beaucoup plus simple. Vous allez voir que je vais l'utiliser. Voilà, donc on y arrive du coup dans la pièce avec la pierre de Pharos. Je vous conseille d'en avoir 2 sur vous en fait. Ça risque d'être... c'est plutôt important parce que non seulement on va activer celui-là, et puis on va devoir en activer un autre pour aller tuer les gargouilles. Donc même si c'est un tout petit peu plus tard, je vous conseille d'en avoir une. Allez, du coup on va obtenir plusieurs armes, notamment une arme jumelle je crois. Voilà, déjà une dague. Ici, je crois que c'est une arme jumelle, si je dis pas de bêtises. Voilà, lame jumelle, pardon, autant pour moi.
C'est une arme qui fait très peu de dégâts, mais qui a un moveset extrêmement rapide, qui est extrêmement classe aussi. Moi, j'ai vraiment jamais essayé, mais c'est vraiment très très classe. Alors qu'on a eu un bâton en os, je vais vous laisser apprécier. Je vais vous le montrer après. Je vais d'abord vous montrer les lames jumelles. Voilà, donc à une main, c'est pas très très intéressant. Mais à deux mains, regardez, c'est la classe. Voilà, c'est l'attaque hélicoptère. Je trouve ça super classe. Ça fait pas énormément de dégâts, mais par contre, si vous prenez le temps d'augmenter ces dégâts bruts ou avec de la magie et tout ça, par exemple de feu, eh bien, ça peut être vraiment très très intéressant. Voilà, un calice d'âme, super important. Ça va nous permettre de réinitialiser nos points de compétence. Donc, par exemple, si vous n'êtes pas content de votre build, vous vous dites j'aurais préféré augmenter par exemple la magie ou des choses comme ça, bon bah c'est le moment de le faire. Enfin c'est le moment, mais j'aurai le temps parce que quand on va retourner à l'orée, pour utiliser nos petites pierres qu'on va donner aux oiseaux, eh bien je vous montrerai la vieille femme pour initialiser vos points de compétence. Donc là c'est simplement un petit raccourci, vous voyez qu'on retourne vers Macduff, qui est juste en bas. Voilà, donc l'échelle où il y avait la pièce avec la pierre de Pharos, vous voyez cette échelle là, amène au raccourci Macduff. Donc en fait on a fait le tour. C'est important que je vous le dise, parce que ce qui est très important pour moi dans cette vidéo, c'est que vous compreniez quelle est la route à prendre, que vous vous repériez en fait. Pour moi c'est super important. Au-delà des ennemis, tout ça, on peut se perdre sur le monde parce qu'on ne connaît pas la zone. Et ça je trouve ça assez frustrant, notamment les joueurs d'aujourd'hui ont du mal à accepter le fait d'être perdus. Parce qu'ils sont tellement habitués à posséder une carte sur eux ou quelque chose comme ça, que du coup dès qu'ils sont un tout petit peu perdus, ils sont énervés, alors que être perdu dans un jeu ça fait partie intégrale d'un jeu, hein. Par exemple les jeux de puzzle, des choses comme ça, c'est totalement ça, hein. Mais c'est vrai que c'est comme ça. Je dis ça tout simplement parce que moi je suis exactement comme ça, hein. Être perdu c'est quelque chose qui a tendance un peu à m'angoisser et qui m'énerve. Ça énerve aussi parce que en fait c'est simplement que je me dis être perdu c'est tout simplement ne pas avoir pris le temps de connaître, ne pas avoir fait l'effort de connaître en fait l'endroit. Et c'est ça qui m'énerve un peu. Si seulement j'avais pris le temps de savoir où j'étais, de prendre conscience des pièces et des environnements, ça aurait été beaucoup plus facile. Donc comme je vous disais, on n'a tué aucun boss et on peut simplement quitter la zone. Il suffirait d'aller tout droit là-bas. Je crois que c'est l'imminence du péché, si je dis pas de bêtises, la zone. Je confonds toujours les deux, mais il me semble que c'est ça. Alors attention, tuez rapidement ces ennemis-là. Eux vont essayer de vous pétrifier. Voilà, la TP2 d'Anglais, hein, c'est un régal. Avec ses grands moulinets comme ça. C'est le terme employé par notre ami Exerf qui a proposé un excellent guide sur Dark Souls 2, le jeu de base. Comme à son habitude, j'ai envie de dire. Donc ça, c'est une clé une porte qu'on peut ouvrir simplement avec la clé de la forteresse. Alors, on rencontre un nouveau PNJ. Ce PNJ là est très intéressant. Il se considère un petit peu le meilleur du monde. C'est assez marrant d'ailleurs. Il vend le capuchon des esselés. En fait, c'est l'armure qui est utilisée par ceux qui nous envahissent. Par exemple, j'ai un envahisseur qui s'appelle les esselés. C'est son capuchon. Donc c'est plutôt marrant de le retrouver. Ça prouve en fait que ce PNJ là est pas tout à fait gentil. Donc un anneau pour augmenter l'intelligence, un anneau qui prolonge les sorts utilisés. Et pas mal que ça soit de pyromancie, de maléfice, de miracle, etc. Donc si vous jouez miracle, vous voyez qu'en fait il faut utiliser quand même énormément en termes de prérequis. Ils augmentent à la fois l'intelligence et à la fois la foi. Donc il faut être polyvalent à ce niveau-là pour utiliser les maléfices. Ce sont des sorts qui sont puissants. Je vais pas vous mentir, c'est vraiment des sorts extrêmement puissants. Je vous conseille si vous avez envie d'essayer Maléfice. Je sais pas si je suis amené à jouer en New Game Plus, mais je pense que je le ferai dans ce cas-là. Vous voyez qu'en usage, en plus il y en a 20. C'est pas comme la foi qui eux ne possèdent que 4 utilisations de sorts. Là on en a 20, donc ça c'est énorme. Il y a la petite ligne négociation. Ça nous permet d'échanger les âmes de boss que nous avions gagnées avec des armes.
Donc ici, il y a une dague, c'est une lame en fait. On a l'ultra espadon qui est très très puissant. On a aussi une épée courbée, donc en fait, il y a deux épées courbées. Une épée qui a des statistiques un peu rapides, un moveset un peu rapide, et l'autre qui a exactement le moveset de la Claymore, qui est d'ailleurs qui ressemble au moveset de l'épée de Danglek. Vous voyez, l'épée tordue, s'il demande de la dextérité avec un bonus de A, ça fait pas beaucoup de dégâts, ça fait 100 de dégâts, mais par contre c'est extrêmement rapide. Voilà, l'épée arquée, le moveset de la Claymore. On a une hache, bon voilà, une hache, c'est une hache. La massue dentelée. Voilà, plusieurs haches. Après, on a une hallebarde, une faux en os, si je dis pas de bêtises. On a aussi on a des âmes jumelles. On a aussi un arc qui fait des dégâts de foudre. Voilà, c'est une faux en os, c'est ça. Framée du chariot, c'est une arme en fait qui fait des gros dégâts des stocks, qui est extrêmement longue et on peut tuer des ennemis de très très loin. Par contre, elle ne fait que des dégâts comme des rapières, c'est-à-dire face à elle. Elle n'a pas de dégâts horizontaux et du coup c'est embêtant. Allez, l'arc de Mondragon, vous voyez, qui fait des dégâts de magie. Plutôt intéressant, une arbalète rempart. Et le bouclier, moi c'est vraiment de tous les items que je préfère dans ce que nous propose cet individu, ça va être le bouclier parce qu'il fait 100 de dégâts, 100 de résistance physique et surtout 60 de protection magique, 75 et 75 oui, aussi en foudre et en feu, donc c'est vraiment très très intéressant, c'est un super bouclier. Si vous êtes amené à prendre quelque chose, je vous conseille de prendre le bouclier. Alors, si je ne prends rien, c'est que tout simplement on va rencontrer un peu plus tard un deuxième PNJ qui lui va nous proposer de nouveau des nouvelles armes et des nouveaux boucliers, donc je vais vous conseiller simplement, si vous êtes tombé amoureux d'une arme, vous pouvez la prendre, il n'y a aucun problème, mais je vais vous conseiller d'attendre un tout petit peu. En tout cas, moi, c'est ce que je vais faire. Après, si vous prenez le bouclier, dans tous les cas, vous n'êtes pas perdant. C'est vraiment un super bouclier. Surtout qu'on va arriver dans une zone qui est un tout petit peu compliquée. Ça ne sera pas dans la vidéo suivante, mais celle d'après. D'ailleurs, même pas, ça sera dans 3 vidéos. Je suis en train de réfléchir. On va arriver dans une zone... le dépotoir et tout ça, et le ravin noir, où c'est une zone qui est empoisonnée, mais je vous en parle même pas comme c'est empoisonné. Et du coup, avec un bouclier qui résiste, c'est mieux. Pas très grave. Voilà, ça c'est un petit raccourci qu'on ouvrira, je pense, dans une prochaine vidéo. Je vais laisser des petits trucs de côté. Ouais, l'item aussi. J'irai le chercher un peu plus tard. Je vais simplement ouvrir ce raccourci là. Vous avez vu en fait que simplement je suis descendu. Voilà. Là c'est un item, je crois que c'est une asset de feu. L'asset de feu qui permet d'augmenter la zone d'un niveau supérieur, donc en New Game Plus. Voilà, je suis simplement descendu. Là il n'y a rien en fait, ça amène juste là-haut. Et nous on va continuer parce qu'on va aller rencontrer le deuxième poursuivant du jeu. C'est celui qui me pose le plus de problèmes parce que la zone est relativement petite. Du coup je vais essayer de ne pas mourir. Bon après si je meurs c'est pas grave, hein. Vous avez vu que le feu de camp est juste à côté. Je dois simplement tuer des petits squelettes. Ah, c'est celui qui me pose le plus de problèmes parce que vraiment vous voyez que la zone est petite. Ah, lui ne peut pas tomber, vous pouvez. Il a toujours un petit temps de latence au moment de faire sa troisième attaque. Ah, j'aurais pas dû. Ah non, ça va me tuer. Voilà. Je sais pas pourquoi j'ai pris une gemme de vie. C'est très très mal joué de ma part. Alors que c'était, vous voyez, c'était très très bien parti. Hein. J'avais pas de problème. Je sais pas du tout pourquoi j'ai pris ma gemme de vie. Si vous prenez une potion ou une gemme de vie, et faites-le juste après qu'il ait fait une attaque, hein. Comme ça vous facilite le truc.
Ça me permet aussi de vous montrer une deuxième fois la zone, même si c'était pas prévu, c'est pas très grave. Voilà, vous voyez qu'on est juste à côté. Vous voyez qu'on a le temps en fait de le taper 2 fois, si on fait pas n'importe quoi. On lui fait 300 de dégâts bruts, donc ça fait à peu près, on va dire, une dizaine de coups avant de le tuer. Vous voyez que si on fait les esquives au bon moment, eh bien on est invulnérable. Donc là il manquait je pense pas grand chose. Voilà, là la gemme de vie, je l'ai utilisée au bon moment. Ah, trop tôt. Ça va, j'ai eu le temps d'en faire une deuxième. Ah, ça, il fait déjà son attaque, d'accord. Ok. Bah là, j'ai eu de la chance parce qu'il a fait son attaque très très tôt. Il lui restait quoi, 20-25% de vie. Il a décidé de le faire, bon bah tant mieux pour moi. C'est vrai que je me sens vraiment très à l'aise avec cette épée là. Donc là on redescend simplement alors qu'il s'est explosé. C'est plutôt drôle. Mais nous ce qu'on va faire c'est qu'on va aller simplement récupérer 2-3 petits objets. Hop là. C'est vrai qu'il n'y a pas très longtemps j'ai rejoué à Bloodborne. Et je me rends compte à quel point le travail qui a été fait sur le côté un peu viscéral, glauque et tout ça de Bloodborne était vraiment impressionnant. Ici on a l'impression que les textures sont un peu plus fades et tout ça quand on revient sur Dark Souls 2. C'est vrai que c'est pas tout à fait la même ambiance. C'est plus des textures PS3 je les appelle celles-là, mais c'est connu avec les Dark Souls. Alors on va récupérer un bouclier qui est très intéressant. C'est un bouclier qui va dévier les attaques magiques et qui va 80 de résistance aux dégâts magiques, donc c'est très intéressant si vous tombez sur un ennemi par exemple qui va vous lancer des ténèbres, du feu, des choses comme ça. Et bien essayez d'utiliser ce bouclier, il est très intéressant. Et puis le fait de dévier les sorts, c'est quelque chose aussi plutôt sympa. Ah, je pensais que je suis en 3 coups. Ça sera quand je vais améliorer mon arme. On est à combien de minutes? Ouais, 40 minutes de vidéo. Bah écoutez, je pense que c'est pas mal. Est-ce que je vais aller tuer le 3e poursuivant? Je pense que je vais y aller. Vous voyez que là c'est pour la zone pour tuer les sentinelles, mais on va pas le faire. Je vais aller tuer le 3e poursuivant. Comme ça au moins j'en aurai fait 3 sur 4, c'est très bien. C'était le but de ma vidéo en même temps, donc c'est parfait. Ouais, par contre je le tue en 3 coups à 2 mains. Très bien. Allez, on va retrouver nos petits amis, les chiens et l'arbalètier. Donc le poursuivant qui est là, on est censé le rencontrer en premier. C'est celui qui est le plus facile. Vous allez voir qu'en fait il va faire rarement ses attaques à 3 coups. Bien joué. Il va vraiment faire ses attaques à 3 coups, du coup pour moi c'est de loin le plus simple. C'est une arène déjà qui est beaucoup plus grande, même s'il y a un trou sur la droite. Vous voyez juste là. Vous allez voir qu'il est vraiment pas méchant. Et si vous avez des difficultés contre les poursuivants, eh ben, n'hésitez pas à essayer de tuer celui-là, à vous entraîner. Ouais, belle attaque dans le vent. L'attaque de mouche, je les appelle. Je sais pas pourquoi je le trouve plus simple. Vous allez voir qu'en fait on va en rencontrer un 4e juste après avoir tué les sentinelles. Le boss, donc ça sera dans la vidéo suivante. Voilà. Cette esquive là, moi ce que j'aime faire, c'est en fait viser son bouclier. Je cours sur son bouclier et je saute. Mais dessus quoi. Regardez, hop. En visant un tout petit peu sur la droite. Regardez, hop. Et ça passe vraiment tout seul et il est mort.
Ah non. Non, il est pas mort. Je vais attendre un peu. C'est vrai qu'il aurait pu me tuer. Hein. Heureusement, j'avais juste un tout petit peu d'endurance. Meurs, charogne. Allez, on va pouvoir récupérer un petit loot. Ah oui, c'est vrai que c'est un anneau convoiteux serpent, effigie humaine et branche ancienne embaumante. D'où l'idée de mettre la branche ancienne embaumante ici, tout simplement parce que, rappelez-vous, il faut dépétrifier quelqu'un qui est juste à côté. Par contre, malheureusement, contrairement à Dark Souls 2, vous ne pouvez pas utiliser 2 anneaux convoiteux serpent. Donc c'est plutôt dommage. On aurait pu les additionner, mais malheureusement on ne peut pas. Donc je vous conseille évidemment de garder le plus 1. Je suis en train de penser, j'ai ma manette juste à côté du micro, j'espère que ça va pas faire trop de bruit. Les touches. Pour tout vous dire, en fait, j'ai le micro sur mon bureau et je joue avec les mains sous le bureau. C'est tout simplement pour éviter que ça fasse trop de bruit, c'est assez particulier. Je vous avoue que c'est pas le plus simple. Je vais simplement vous montrer la zone. Allez, j'ai le temps, je vais vous montrer la zone. Les boss, les sentinelles. Débloquer le petit raccourci. Ah bah très bien, comme ça je débloque le raccourci pour la prochaine vidéo. Bah c'est parfait. Donc je le répète, hein, je suis désolé, mais on n'a pas fait toutes les zones de la forteresse oubliée. Il y a quelques petits oublis. Ne vous inquiétez pas, on va le faire dans une prochaine vidéo. Là j'ai fait le plus simple. Allez, attention parce que quand vous allez ouvrir, il va y avoir plein de petits canners qui va vous sauter dessus. Là, il y en a beaucoup. Hein. Donc, dans un premier temps, il va y en avoir 2 ou 3. C'est possible qu'il y en ait beaucoup plus. Alors, déjà, ils sont 5, donc plus de 4. 3. Parfois, on a tendance à se relâcher quand il en reste plus que 3. On est plutôt content, on se dit cool, je les ai tués. Et on relâche notre concentration alors que ça reste extrêmement dangereux. Ouais, mais quand il en reste plus qu'un, c'est parfait. Je suis déçu parce qu'ils ont rien looté. Ça c'est plutôt dommage. J'aurais aimé qu'ils me donnent des petits objets, mais non. Ouais, je vais juste débloquer le raccourci, ça c'est la route normale. Vous voyez qu'on commence à avoir des petits... comment ça s'appelle, une marque d'invocation. Et quand on commence à trouver des marques d'invocation dans la zone... Ah, bien joué. Vous pouvez vous dire que vous vous approchez de la zone du boss. D'ailleurs, c'est quelque chose... Maintenant, je vais vous les montrer. Avant, je ne montrais pas spécialement ça parce que je trouve ça plutôt dommage. C'est pas quelque chose que je vais énormément utiliser. Là, ce que je vais faire, c'est simplement, je vais invoquer un seul personnage. Vous pouvez en invoquer 3 dans cette zone, c'est pour vous dire comme ça rendra le combat un peu trop facile. Et je trouve ça dommage en termes d'immersion de se retrouver avec 3 personnes qu'on ne connaît pas spécialement et qui sont surtout mis là par le jeu. Je trouve que ça casse un peu l'ambiance du soldat, quoi, solitaire et tout ça. C'est vrai que autant les décors, on se rend compte qu'on est vraiment seul dans cette immensité, autant que lorsqu'on appelle justement des individus, ces espèces d'ombres, on se dit mais d'où ils viennent, comment ça se fait, pourquoi ils sont là, et puis finalement en plus ils sont tellement puissants et tellement forts que ça facilite le jeu. Moi je suis pas spécialement fan, c'est pas une mécanique que j'ai vraiment appréciée dans Dark Souls 2. Je préfère en plus vraiment battre le boss tout seul, quitte à mourir 10, 15, 20 fois, je m'en fous, je préfère le faire tout seul. Enfin voilà, je suis peut-être un peu bête à ce niveau-là. Mais voilà, la satisfaction passe par là. Et après avoir traversé toute une zone, on se dit génial, on va rencontrer un boss genre suprême et tout ça. Et puis voilà, être avec des gens, bah ça fait bah non en fait ça, mon exploit n'est pas si grand que ça. Voilà, je pense que c'est plutôt ça. C'est une question de fierté ou de, je sais pas trop. Voilà, du coup on a débloqué le raccourci. Est-ce que je vais tuer le boss maintenant? Non. Non, je suis à presque 50 minutes de vidéo. Eh bien, le boss, ça sera pour une prochaine vidéo. Donc, je suis plutôt content. Je vous ai à peu près tout montré. J'ai augmenté mon arme. Donc, c'est plutôt cool. On va simplement revenir au feu de camp. Je pense que je vais utiliser un os du retour. Ouais.
ça ira un peu plus vite je pense. Et on va retourner à Majula, je vais augmenter du coup ma vigueur je pense, afin de porter toute l'armure de Kenhurst, l'épée, le bouclier. Donc vous voyez que là, je suis bien équipé. C'est vrai que je peux pas passer sur la main. Bon, je vais utiliser un os du retour parce que ça va prendre 350 ans. Vous voyez que c'est curieux que je ne puisse pas revenir sur mes pas. Bon. C'est vrai qu'il y avait Macduff juste à côté en même temps. Et bien voilà, donc il me reste plus qu'à vous remercier pour cette longue vidéo sur la forteresse oubliée. On va y revenir par 2 fois. Et là on va se préoccuper uniquement dans la prochaine vidéo de tuer les 2 boss, que ça soit les sentinelles et les gargouilles. Vous allez voir qu'en fait, ce qui est très compliqué, ça va être notamment, je dirais que c'est les gargouilles qui m'ont posé plus de problèmes, quoique ça devra bien se passer. Qu'est-ce que j'avais envie de dire de plus simplement utiliser une âme. J'aimerais en fait être à 21 en vigueur, parce que quand je suis à 21 en vigueur, je vais pouvoir tout porter. N'oubliez pas aussi d'augmenter votre fiole d'estus. Oh, il me manque 400 âmes, c'est vraiment dommage. Est-ce que ça va suffire avec les... J'en ai 2, ça donne combien? Ça donne pas 1200 âmes, ça? Parfait. J'en demandais pas tant. Impeccable, bah, je suis à 21 en vigueur. Bah, c'est exactement ce que je voulais. Et je vais pouvoir équiper toute mon armure de Drangleic. Voilà, j'aime bien finir cette vidéo sur des petites notes un peu plus cool. Ça fait du bien de terminer avec un petit Pretty Woman. Voilà, par contre, si je mets une des 2 armes à droite, c'est mort. Je suis à plus de 70%. Très bien. Eh ben écoutez, très vite, hein, du coup, pour la prochaine vidéo, pour tuer les 2 boss, vous allez voir qu'on va bien rigoler. C'est des combats vraiment très très sympas, notamment le deuxième contre les gargouilles, qui me fait travailler un petit peu la nostalgie, et c'est plutôt intéressant. Allez, merci à tous, à très bientôt, ciao. C'est l'heure de ma sieste. Alors je vous déconseille de passer par là, je vais juste vous le montrer. Hein. En fait, que c'est un tout petit peu compliqué, regardez. Il y a un arbalétier, je crois qu'il y en a 2 d'ailleurs, plus celui-là. Donc moi je trouve que c'est un tout petit peu trop compliqué. Alors, quelque chose qui est très intéressant que je vais utiliser bientôt, c'est mon attaque R2 avec cette arme. Parce qu'en fait, le moveset en R2, il va faire une attaque destock en fait. Et on va pouvoir taper en fait juste devant soi. Donc si par exemple on est dans un endroit plutôt exigu, eh bien on va pouvoir tranquillement une attaque face à soi, et c'est quand même beaucoup plus simple. Vous allez voir que je vais l'utiliser. Voilà, donc on y arrive du coup dans la pièce avec la pierre de Pharos. Je vous conseille d'en avoir 2 sur vous en fait. Ça risque d'être... c'est plutôt important parce que non seulement on va activer celui-là, et puis on va devoir en activer un autre pour aller tuer les gargouilles. Donc même si c'est un tout petit peu plus tard, je vous conseille d'en avoir une. Allez, du coup on va obtenir plusieurs armes, notamment une arme jumelle je crois. Voilà, déjà une dague. Ici je crois que c'est une arme jumelle, si je dis pas de bêtises. Voilà, lame jumelle, pardon, autant pour moi. C'est une arme qui fait très peu de dégâts, mais qui a un moveset extrêmement rapide, qui est extrêmement classe aussi. Moi, j'ai vraiment jamais essayé, mais c'est vraiment très très classe. Alors qu'on a eu un bâton en os, je vais vous laisser apprécier. Je vais vous le montrer après. Je vais d'abord vous montrer les lames jumelles. Voilà, donc à une main, c'est pas très très intéressant. Mais à 2 mains, regardez, c'est la classe. Hein. Voilà, c'est l'attaque hélicoptère. Je trouve ça super classe.
Ça fait pas énormément de dégâts, mais par contre si vous prenez le temps d'augmenter ces dégâts bruts ou avec de la magie et tout ça, par exemple de feu, eh bien, ça peut être vraiment très très intéressant. Voilà, un calice d'âme, super important. Ça va nous permettre de réinitialiser nos points de compétence. Donc, par exemple, si vous n'êtes pas content de votre build, vous vous dites j'aurais préféré augmenter par exemple la magie ou des choses comme ça, bon bah c'est le moment de le faire. Enfin c'est le moment, mais j'aurai le temps parce que quand on va retourner à l'orée, pour utiliser nos petites pierres qu'on va donner aux oiseaux, eh bien je vous montrerai la vieille femme pour réinitialiser vos points de compétence. Donc là c'est simplement un petit raccourci. Vous voyez qu'on retourne vers Macduff, qui est juste en bas. Voilà, donc l'échelle où il y avait la pièce avec la pierre de Pharos, vous voyez cette échelle là, amène au raccourci Macduff. Donc en fait on a fait le tour. C'est important que je vous le dise, parce que ce qui est très important pour moi dans cette vidéo, c'est que vous compreniez quelle est la route à prendre, que vous vous repériez en fait. Pour moi c'est super important. Au-delà des ennemis, tout ça, on peut se perdre son nom parce qu'on ne connaît pas la zone. Et ça, je trouve ça assez frustrant. Notamment les joueurs d'aujourd'hui ont du mal à accepter le fait d'être perdus. Parce qu'ils sont tellement habitués à posséder une carte sur eux ou quelque chose comme ça, que du coup, dès qu'ils sont un tout petit peu perdus, ils sont énervés. Alors que être perdu dans un jeu, ça fait partie intégrale d'un jeu. Hein. Par exemple, les jeux de puzzle, des choses comme ça, c'est totalement ça. Hein. Mais c'est vrai que c'est comme ça. Je dis ça tout simplement parce que moi, je suis exactement comme ça. Hein. Être perdu, c'est quelque chose qui a tendance un peu à m'angoisser et qui m'énerve. Ça énerve aussi parce que en fait c'est simplement que je me dis être perdu, c'est tout simplement ne pas avoir pris le temps de connaître, ne pas avoir fait l'effort de connaître en fait l'endroit. Et c'est ça qui m'énerve un peu. Si seulement j'avais pris le temps de savoir où j'étais, de prendre conscience des pièces et des environnements, ça aurait été beaucoup plus facile. Donc comme je vous disais, on n'a tué aucun boss et on peut simplement quitter la zone. Il suffirait d'aller tout droit là-bas. Je crois que c'est l'éminence du péché, si je dis pas de bêtises, la zone. Je confonds toujours les deux, mais il me semble que c'est ça. Alors attention de tuer rapidement ces ennemis-là. Eux vont essayer de vous pétrifier. Voilà, avec l'épée d'Anglec, hein, c'est un régal. Avec ses grands moulinets comme ça. C'est le terme employé par notre ami Exerf qui a proposé un excellent guide sur Dark Souls 2, le jeu de base. Comme à son habitude, j'ai envie de dire. Donc ça, c'est une clé une porte qu'on peut ouvrir simplement avec la clé de la forteresse. Alors, on rencontre un nouveau PNJ. Ce PNJ-là est très intéressant. Il se considère un petit peu le meilleur du monde. C'est assez marrant d'ailleurs. Il vend le capuchon des esselés. En fait, c'est l'armure qui est utilisée par ceux qui nous envahissent. Par exemple, j'ai un envahisseur qui s'appelle les esselés. C'est son capuchon. Donc c'est plutôt marrant de le retrouver. Ça prouve en fait que ce PNJ-là est pas tout à fait gentil. Donc, un anneau pour augmenter l'intelligence, un anneau qui prolonge les sorts utilisés, et pas mal que ça soit de pyromancie, de maléfice, de miracle, etc. Donc si vous jouez miracle, vous voyez qu'en fait il faut utiliser quand même énormément en termes de prérequis. Ils augmentent à la fois l'intelligence et à la fois la foi. Donc il faut être polyvalent à ce niveau-là pour utiliser les maléfices. Ce sont des sorts qui sont puissants. Je vais pas vous mentir, c'est vraiment des sorts extrêmement puissants. Je vous conseille si vous avez envie d'essayer Maléfice. Je sais pas si je suis amené à jouer en New Game Plus, mais je pense que je le ferai dans ce cas-là. Vous voyez qu'en usage, en plus il y en a 20. C'est pas comme la foi qui eux ne possèdent que 4 utilisations de sorts. Là on en a 20, donc ça c'est énorme. Il y a la petite ligne négociation. Ça nous permet d'échanger les âmes de boss que nous avions gagnées avec des armes. Donc ici il y a une dague, c'est une lame en fait. On a l'ultra espadon qui est très très puissant. On a aussi une épée courbée, donc en fait il y a 2 épées courbées. Une épée qui a des statistiques un peu rapides, un moveset un peu rapide, et l'autre qui a exactement le moveset de la Clémore, d'ailleurs qui ressemble au moveset de l'épée de Danglek. Vous voyez, l'épée tordue, s'il demande de la dextérité avec un bonus de A, ça fait pas beaucoup de dégâts, ça fait 100 de dégâts, mais par contre c'est extrêmement rapide. Voilà, l'épée arquée, le moveset de la Clémore.
On a une hache, bon bah, voilà une hache, c'est une hache. La massue dentelée. On a plusieurs haches, après on a une hallebarde, une faux en os, si je dis pas de bêtises. On a aussi on a des âmes jumelles. On a aussi un arc qui fait des dégâts de foudre. Voilà, c'est une faux en os, c'est ça. Framée du chariot, c'est une arme en fait qui fait des gros dégâts des stocks, qui est extrêmement longue et on peut tuer des ennemis de très très loin. Par contre, elle ne fait que des dégâts comme des rapières, c'est-à-dire face à elle. Elle n'a pas de dégâts horizontaux et du coup c'est embêtant. Allez, l'arc de Mondragon, vous voyez, qui fait des dégâts de magie. Plutôt intéressant, une arbalète rempart. Et le bouclier, moi c'est vraiment de tous les items que je préfère dans ce que nous propose cet individu, ça va être le bouclier parce qu'il fait 100 de dégâts, 100 de résistance physique et surtout 60 de protection magique, 75 et 75 oui, aussi en foudre et en feu, donc c'est vraiment très très intéressant, c'est un super bouclier. Si vous êtes amené à prendre quelque chose, je vous conseille de prendre le bouclier. Alors, si je ne prends rien, c'est que tout simplement on va rencontrer un peu plus tard un deuxième PNJ qui lui va nous proposer de nouveau des nouvelles armes et des nouveaux boucliers, donc je vais vous conseiller simplement, si vous êtes tombé amoureux d'une arme, vous pouvez la prendre, il n'y a aucun problème, mais je vais vous conseiller d'attendre un tout petit peu. En tout cas, moi, c'est ce que je vais faire. Après, si vous prenez le bouclier, dans tous les cas, vous n'êtes pas perdant. C'est vraiment un super bouclier. Surtout qu'on va arriver dans une zone qui est un tout petit peu compliquée. Ce ne sera pas dans la vidéo suivante, mais celle d'après. D'ailleurs, même pas, ça sera dans 3 vidéos. Je suis en train de réfléchir. On va arriver dans une zone... le dépotoir et tout ça, et le ravin noir, où c'est une zone qui est empoisonnée, mais je vous en parle même pas comme c'est empoisonné. Et du coup, avec un bouclier qui résiste, c'est mieux. Pas très grave. Voilà, ça c'est un petit raccourci qu'on ouvrira, je pense, dans une prochaine vidéo. Je vais laisser des petits trucs de côté. Ouais, l'item aussi. J'irai le chercher un peu plus tard. Je vais simplement ouvrir ce raccourci là. Vous avez vu en fait que simplement je suis descendu ici sur un coffre. Donc, du coup pour le déplacer il suffit simplement d'allumer la torche. Voilà, des carreaux lourds, ça peut être intéressant si vous jouez avec une arbalète. Et à partir de maintenant, je sais pas si je l'ai dit, je pense pas, mais à la fin de la vidéo je vais faire en sorte d'augmenter mon ADP. Afin de pouvoir, je vais augmenter en fait un peu ma force pour être à 30. Qu'est-ce que je vais augmenter d'autre? Et puis surtout, oui, mon ADP tout simplement pour prendre les potions plus rapidement. Ça va faire gagner quasiment entre 0,5 et 1 seconde le temps d'attente quand vous prenez votre potion. C'est vraiment très intéressant de le faire à partir de maintenant parce que je considère que en termes d'endurance, de vie, de force et de dextérité, ben, on est plutôt bien quand même. Voilà, on a une titanite scintillante, donc là ça m'en fait 1 sur 2. Et comme il y a 4 poursuivants, vous avez bien compris que je vais pouvoir l'augmenter en plus 3. Voilà, donc on possède un marteau d'artisan, c'est exactement le même moveset que le marteau classique, donc il fait des dégâts, on va dire, de frappe. Donc pour les ennemis qui ont des armures, ça peut être très intéressant d'augmenter le marteau, par exemple, vous savez que vous pouvez l'augmenter en plus 6 avec des titanites et des fragments de titanite et des grands fragments de titanite, comme on en a à la pelle, rappelez-vous, parce que quand on farm, et bien du coup, c'est intéressant, je pense, de l'augmenter en plus 6 si vous avez envie, et de l'essayer. Surtout à deux mains, c'est une arme qui est vraiment très rapide. Alors, j'ai pas 7000 âmes, malheureusement. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais taper 2-3... Non, bon, on va faire le tour. Écoutez, on va faire le tour, c'est pas très grave. Donc cette fois-ci, on va se téléporter à l'endroit où on est censé aller juste après le quai de la désolation, rappelez-vous. Quand on arrive de la quai de la désolation, eh bien on arrive par ici. Du coup, je vais aller tuer les ennemis qui s'y trouvent et on va débloquer en fait le raccourci. Rappelez-vous, à côté de Macduff, il y avait une espèce de grillage. Il y avait une espèce de grillage, on va aller l'ouvrir. Voilà. Donc on voit en fait un brouillard au-dessus de ma tête. C'est plutôt marrant parce qu'en fait c'est le brouillard de la fin de zone. Et on peut, grâce à une pierre de Pharos, et bien tout simplement zapper les 2 boss de la zone. Et vous allez voir, je vais vous le montrer puisque je vais faire le parcours.
fait un petit raccourci. Et ici, on va arriver, on va rencontrer le premier poursuivant. Je vous conseille dans un premier temps de tuer les chiens. Vous allez voir qu'il y en a pas mal. Il y a 2 arbalétiers qui sont posés sur les petites passerelles. On va se faire un plaisir de les tuer. Voilà, regardez, le poursuivant arrive. Nous, on va pas le tuer maintenant. Moi, je vais le tuer une fois que j'aurai infusé mon épée d'Anglec. On va simplement faire le tour pour récupérer... si je dis pas de bêtises, je me rappelle plus. Je vais éviter, je vais me taire pour peut-être dire des bêtises. Je crois que c'est un grand fragment titanite, mais je suis pas sûr. Si, grand fragment titanite et un fragment de fiole d'Estus, voilà. C'est pour ça qu'il était important. En fait, je l'avais marqué sur mes petites notes, là, à côté. J'avais marqué coffre important. Malheureusement, j'avais pas marqué les contenus. Comme d'habitude, hein. Il y a certains contenus que je connais. Le coffre. Ah, il est pas mort, ça. Et d'autres, je mets juste que c'est super important de le prendre, sans vraiment savoir ce qu'il y a. C'est pas très grave, hein. Comme ça on le découvre ensemble en vidéo. On est sûr de pas le louper, c'est ce qui compte quand même. Comme d'habitude, je suis pas là pour vous montrer que je connais le jeu par cœur, que je suis plus fort ou quoi que ce soit. Non, pas du tout, c'est un guide. Je suis juste là pour vous montrer le cheminement complet pour avoir un maximum d'objets avec vous. Et puis le niveau, le build, et puis les informations nécessaires pour que vous preniez plaisir à jouer. Il faut savoir qu'un jeu comme Dark Souls, moi je le vois comme ça, enfin le jeu je le vois un peu en 3 phases. Donc c'est-à-dire il y a une première phase où on réfléchit à nos actions, la deuxième phase où on fait nos actions, et la troisième phase où on réfléchit aux conséquences de nos actions. Et je trouve que c'est exactement ça, Bloodborne. Il faut comprendre que ce jeu-là est un espèce de code, hein. Ce sont des lettres, ce sont du français, ce sont des lettres, ce sont des mathématiques, et tout ça font un jeu. Donc il y a plusieurs petits ateliers, des gens qui travaillent sur le level design, qui travaillent sur le game design, des choses comme ça, sur le moteur, sur le son, sur la musique, et tous ces gens-là se rassemblent pour faire le jeu, et chacun de son côté. Et l'osmose de tous ces petits ateliers font un jeu. Et Dark Souls, il faut comprendre que si on comprend ces mécanismes, les mécanismes du jeu, eh bien, on arrive à jouer tout simplement. Et généralement, c'est vraiment l'idée, quand on voit un ennemi ou une baston, c'est tout simplement réfléchir à ce qu'on va faire l'action et vraiment prendre conscience de ce qu'on a fait. Par exemple, l'ennemi qui m'a sauté dessus et qui m'a fait des dégâts de feu, eh bien, j'aurais dû réfléchir un petit peu avant à la possibilité qu'il y avait un ennemi, éviter de prendre le risque pour tout simplement aller sur un côté et vérifier que je connais bien mon environnement. Ensuite le tuer et réfléchir, est-ce que je l'ai tué au bon moment, comme ça. Ça peut être un peu, voilà, c'est un peu particulier comme notion, mais ce qu'il faut comprendre, et ça c'est quelque chose qu'on retrouve un peu dans tous les jeux, c'est-à-dire qu'est-ce que vous accordez, le temps que vous accordez à une action. Donc imaginons que vous êtes dans une zone facile, vous allez dire que c'est facile, je vais pas mettre beaucoup de temps, du coup je vais y arriver. Donc si vous mourrez, c'est plus frustrant. Si c'est une zone difficile, vous lui accordez plus de temps à cette action-là, à cette zone ici. Et c'est vraiment ça qui est très intéressant, c'est toute cette notion de le temps que vous accordez à une action. Et c'est de là où découlent généralement les frustrations. Et Dark Souls, c'est exactement ça, hein. Généralement, ceux qui sont patients, ceux qui prennent notion de leur environnement, eh bien, arrivent très très bien à jouer. Celui qui va se précipiter, qui va spammer le bouton pour tuer les ennemis, lui va avoir plus de difficultés. Voilà, donc je vous conseille simplement de monter à l'échelle parce qu'il y a... vous voyez quand il y a des petites zones comme ça qui sont faciles. Il y a des petites zones qui sont faciles, comme ça je prends la peine de m'exprimer un peu sur mon point de vue. Et je sais que les jeux Dark Souls, c'est plus vous y jouez et plus vous allez prendre de plaisir à le faire. C'est vraiment, le plaisir passe par le temps dans ce genre de jeu-là. Je vais pas vous mentir, hein, Dark Souls 1, mais on va dire mes 4-5 premières heures de jeu, alors que lui il est plutôt sympa, il essaie de monter à l'échelle mais il peut pas, il doit pas être codé en tant que je peux monter l'échelle, c'est plutôt rigolo. Voilà, donc comme je disais, dans Dark Souls 1, moi les 5-6 premières heures de jeu j'avais pas aimé, 150e heure de jeu j'ai adoré, et exactement pareil pour Dark Souls 2, la seule différence c'est peut-être Bloodborne, dès les premières minutes j'ai tout de suite adoré, notamment parce que son gameplay est quand même plus accessible qu'un Dark Souls. Voilà, je me suis permis aussi de parler tout simplement parce que c'est une zone qu'on va refaire un peu plus tard. Faut bien comprendre que
cette première vidéo, c'est vraiment faire le tour global de cette zone, sans vraiment trop se prendre la tête. Juste on va faire le tour et... tranquillement, et on reviendra dans les détails dans des prochaines vidéos. Voilà, je vais revenir sur mes pas. En fait, quand on suit ce parcours-là, cette zone ici, c'est la zone où on va activer en fait une pièce avec la pierre de Pharos. Et ensuite, une fois qu'on a traversé la pièce, on va monter une petite échelle et on a fini la zone en fait. On va se retrouver au brouillard où on était tout à l'heure. Et ça, on va le faire bien sûr, dans quelques minutes. Alors, ce que je vous conseille à partir de maintenant, si vous avez plus de 7000 âmes, c'est d'aller à la cathédrale bleue, là où nous avions tué, alors tout le monde l'appelle Orstein, moi je l'appelle pas tout à fait comme ça. Orstein qui était un ennemi dans Dark Souls 1. Voilà, alors, une fois que vous avez 7000 âmes, vous pouvez venir ici. À une seule condition, enfin on va pouvoir parler à notre ami à une seule condition, c'est que vous possédez la marque de loyauté. Donc vous rappelez-vous, c'est en fait ce petit objet-là, je vais vous le montrer rapidement. Juste ici, voilà, marque de loyauté, gage de l'aide offerte au maître d'un autre monde. Alors, nous avons récupéré cet objet-là dans la... comment ça s'appelle? Dans le bosquet. Oui, c'est ça, c'est dans le bosquet. Je vais vous mettre une petite vidéo en haut à gauche ou en haut à droite, je sais pas encore. Je vous mettrai là où je l'ai récupéré. Une fois que vous avez cet objet-là, eh bien on peut lui parler. Ah, j'ai mis non. Voilà, une fois qu'on dit oui, comme d'habitude, quand on rejoint un serment, le premier... Voilà, là c'est un item, je crois que c'est une asset de feu. L'asset de feu qui permet d'augmenter la zone d'un niveau supérieur, donc en New Game Plus. Voilà, je suis simplement descendu. Là, il n'y a rien en fait, ça amène juste là-haut. Et nous, on va continuer parce qu'on va aller rencontrer le deuxième poursuivant du jeu. C'est celui qui me pose le plus de problèmes parce que la zone est relativement petite. Du coup, je vais essayer de ne pas mourir. Bon, après, si je meurs, c'est pas grave. Hein. Vous avez vu que le feu de camp est juste à côté. Je dois simplement tuer des petits squelettes. Ah, c'est celui qui me pose le plus de problèmes parce que vraiment, vous voyez que la zone est petite. Ah, lui ne peut pas tomber, vous pouvez. Il a toujours un petit temps de latence au moment de faire sa troisième attaque. Ah, j'aurais pas dû. Ah non, ça va me tuer. Voilà. Je sais pas pourquoi j'ai pris une gemme de vie. C'est très très mal joué de ma part. Alors que c'était, vous voyez, c'était très très bien parti. Hein. J'avais pas de problème. Je sais pas du tout pourquoi j'ai pris ma gemme de vie. Si vous prenez une potion ou une gemme de vie et faites-le juste après qu'il ait fait une attaque, hein. Comme ça vous facilite le truc. Ça me permet aussi de vous montrer une deuxième fois la zone, mais bon, si c'était pas prévu, c'est pas très grave. Voilà, vous voyez qu'on est juste à côté. Vous voyez qu'on a le temps en fait de le taper 2 fois, si on fait pas n'importe quoi. On lui fait 300 de dégâts bruts, donc ça fait à peu près, on va dire, une dizaine de coups avant de le tuer. Vous voyez que si on fait les esquives au bon moment, eh bien on est invulnérable. Donc là il manquait je pense pas grand chose. Voilà, là la gemme de vie, je l'ai utilisée au bon moment. Ah, trop tôt. Ça va, j'ai eu le temps d'en faire une deuxième. Ah, ça, il fait déjà son attaque, d'accord. Ok.
Bah là j'ai eu de la chance parce qu'il a fait son attaque très très tôt, il lui restait quoi 20-25% de vie, il a décidé de le faire, bon bah tant mieux pour moi. C'est vrai que je me sens vraiment très à l'aise avec cette épée là. Donc là on redescend simplement alors qu'il s'est explosé, c'est plutôt drôle. Mais nous ce qu'on va faire c'est qu'on va aller simplement récupérer 2-3 petits objets. Hop là. C'est vrai qu'il n'y a pas très longtemps j'ai rejoué à Bloodborne. Et je me rends compte à quel point le travail qui a été fait sur le côté un peu viscéral, glauque et tout ça de Bloodborne était vraiment impressionnant. Ici on a l'impression que les textures sont un peu plus fades et tout ça quand on revient sur Dark Souls 2. C'est vrai que c'est pas tout à fait la même ambiance. C'est plus des textures PS3 je les appelle celles-là, mais c'est connu avec les Dark Souls. Alors on va récupérer un bouclier qui est très intéressant. C'est un bouclier qui va dévier les attaques magiques et qui va 80 de résistance aux dégâts magiques, donc c'est très intéressant si vous tombez sur un ennemi par exemple qui va vous lancer des ténèbres, du feu, des choses comme ça. Et bien essayez d'utiliser ce bouclier, il est très intéressant. Et puis le fait de dévier les sorts, c'est quelque chose aussi plutôt sympa. Voilà, je pensais que je suis en 3 coups. Ça sera quand je vais améliorer mon arme. On est à combien de minutes? Ouais, 40 minutes de vidéo. Bon, écoutez, je pense que c'est pas mal. Est-ce que je vais aller tuer le 3e poursuivant? Je pense que je vais y aller. Vous voyez que là c'est pour la zone pour tuer les sentinelles, mais on va pas le faire. Je vais aller tuer le 3e poursuivant. Comme ça au moins j'en aurai fait 3 sur 4, c'est très bien. C'était le but de ma vidéo en même temps, donc c'est parfait. Ouais, par contre je le tue en 3 coups à 2 mains. Très bien. Allez, on va retrouver nos petits amis, les chiens et l'arbalétier. Donc le poursuivant qui est là, on est censé le rencontrer en premier. C'est celui qui est le plus facile. Vous allez voir qu'en fait, il va faire rarement ses attaques à 3 coups. Bien joué. Il va vraiment faire ses attaques à 3 coups, du coup, pour moi, c'est de loin le plus simple. C'est une arène déjà qui est beaucoup plus grande, même s'il y a un trou sur la droite. Vous voyez, juste là. Vous allez voir qu'il est vraiment pas méchant. Et si vous avez des difficultés contre les poursuivants, eh ben, n'hésitez pas à essayer de tuer celui-là, à vous entraîner. Voilà, belle attaque dans le vent. L'attaque de mouche, je les appelle. Je sais pas pourquoi je le trouve plus simple. Vous allez voir qu'en fait on va en rencontrer un 4e juste après avoir tué les sentinelles, le boss, donc ça sera dans la vidéo suivante. Voilà. Cette esquive là, moi ce que j'aime faire c'est en fait viser son bouclier. Je cours sur son bouclier et je saute. Mais dessus quoi. Regardez, hop. En visant un tout petit peu sur la droite. Regardez, hop. Et ça passe vraiment tout seul et il est mort. Ah non. Non, il n'est pas mort. Je vais attendre un peu. C'est vrai qu'il aurait pu me tuer là. Heureusement j'avais juste un tout petit peu d'endurance. Meurs, charogne. Allez, on va pouvoir récupérer un petit loot. Ah oui, c'est vrai que c'est un anneau convoiteux serpent, effigie humaine et branche ancienne embaumante. D'où l'idée de mettre la branche ancienne embaumante ici, tout simplement parce que, rappelez-vous, il faut dépétrifier quelqu'un qui est juste à côté. Par contre, malheureusement, contrairement à Dark Souls 2, vous ne pouvez pas utiliser 2 anneaux convoiteux serpent. Donc c'est plutôt dommage. On aurait pu les additionner, mais malheureusement on ne peut pas. Donc je vous conseille évidemment de garder le plus 1. Je suis en train de penser, j'ai ma manette juste à côté du micro, j'espère que ça va pas faire trop de bruit. Les touches.
Pour tout vous dire, en fait, j'ai le micro sur mon bureau. Et je joue avec les mains sous le bureau. C'est tout simplement pour éviter que ça fasse trop de bruit. C'est assez particulier. Je vous avoue que c'est pas le plus simple. Je vais simplement vous montrer la zone. Allez, j'ai le temps, je vais vous montrer la zone. Les boss, les sentinelles. Débloquer le petit raccourci. Ah bah très bien, comme ça je débloque le raccourci pour la prochaine vidéo. Bah c'est parfait. Donc je le répète, hein, je suis désolé, mais on n'a pas fait toutes les zones de la forteresse oubliée. Il y a quelques petits oublis. Ne vous inquiétez pas, on va le faire dans une prochaine vidéo. Là j'ai fait le plus simple. Allez, attention parce que quand vous allez ouvrir, il va y avoir plein de petits canners qui va vous sauter dessus. Là il y en a beaucoup. Hein. Donc, dans un premier temps, il va y en avoir 2 ou 3. C'est possible qu'il y en ait beaucoup plus. Déjà ils sont 5, donc plus de 4, 3. Parfois on a tendance à se relâcher quand il en reste plus de 3. On est plutôt content, on se dit cool, je les ai tués. Et on relâche notre concentration alors que ça reste extrêmement dangereux. Ouais, mais quand il en reste 12, que l'on obtient, c'est un anneau. Voilà, on va apprendre émote. Salut de duel. Donc, et ici, il va vendre du coup des pierres foudroyantes. Moi, je vais en acheter une. Je suis pas sûr que ça soit le seul PNJ du jeu à vendre des pierres de foudre. Mais par contre, ce que je suis sûr, c'est que on peut y accéder très tôt dans le jeu. Et ça, c'est plutôt cool. Voilà, donc il vend des sorts, il vend des miracles, il vend une masse d'armes et hallebardes. Ce sont normalement, lui, il vend des sorts ou des armes que vous avez déjà à ce moment-là du jeu. Allez, du coup on va retourner à l'atelier de Macduff. L'avantage c'est que vu qu'il y a un feu juste à côté de l'atelier, on peut s'y téléporter rapidement. Il faut comprendre qu'en rejoignant le serment des sentinelles bleues, plus on va aider des gens, plus on va gagner de points. Et en réalité, à chaque fois que vous voyez, c'est ça, à chaque fois que vous allez aider des gens, vous allez gagner des points. Et au bout de 500 points, je crois que c'est quelque chose comme ça, et il va vous donner des objets. Je crois que c'est 50, 50, 250 et 500. À chaque fois, il va vous donner des objets. En fait, vous allez monter en grade dans le serment. Voilà. Malheureusement, je n'ai pas d'âme, encore une fois, je vais tuer les chiens. Je suis désolé pour ce contretemps, c'est vrai que j'aurais peut-être dû préparer ça, faire en sorte d'avoir des âmes. Est-ce que j'en ai? Ah bah oui, en plus j'en avais. Bon, bah, c'est pas très grave. En fait, j'ai fait toute la zone de tout à l'heure pour pas grand-chose. C'est pas grave, ça m'a permis de parler, de m'exprimer un peu sur le jeu. Voilà, parce que j'ai énormément de choses à dire, je pense que ça se ressent dans mes vidéos. Alors, quand on infuse une arme, donc ça peut être une pierre trouble qui donne des dégâts magiques, une pierre de feu qui va vous donner des dégâts de feu, hein, rien d'extraordinaire, une pierre foudroyante pour la foudre, et à chaque fois vous voyez que ça réduit, alors je sais pas de l'ordre, je crois que c'est 35 ou 40%, je sais pas exactement, mais ça réduit les dégâts bruts de votre arme, mais ça rajoute des dégâts, là par exemple en foudre. Ça c'est quelque chose à prendre en compte. Mais ne vous inquiétez pas, puisque comme on va augmenter mon arme, quand on va augmenter notre arme avec les titanites scintillantes, on va augmenter aussi ses dégâts en foudre. Voilà. Ça n'augmente pas que les dégâts bruts. Par exemple, si votre arme est déjà en plus 5 ou alors en plus 10, si vous êtes déjà en plus 10, vous pouvez tout à fait infuser votre arme. Vous pouvez le faire quand vous voulez. De toute façon, l'augmenter ou alors si elle est déjà à fond, ça n'a aucune conséquence sur. Je vous laisse apprécier après les différents sorts qu'on peut utiliser. Il y a pierre pâle, hein, ça permet de redonner les dégâts normaux de votre arme. On peut faire des dégâts de saignement, de ténèbres, de poison. C'est à vous de choisir. Moi je vais choisir la foudre, tout simplement parce qu'on va rencontrer bientôt des ennemis qui vont être baignés dans l'eau. Et évidemment la foudre et l'eau ça fait des dégâts. Voilà, donc je vais enlever ma petite épée de feu. Elle m'a bien servi pendant très très longtemps, mais maintenant, place à l'épée de Dangleck. Voilà, on voit que ici j'ai un petit, comment ça s'appelle, un petit bonus de foudre, et la foudre va correspondre à la foi.
Donc plus je vais augmenter ma foi, plus je vais augmenter mes dégâts de foudre sur mon arme. Alors, ce n'est pas quelque chose que je vais vous conseiller, tout simplement parce que si vous augmentez par exemple votre foi de 10 points, vous allez faire entre 3 et 5 dégâts de plus avec votre épée en foudre. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment donner des points, des niveaux dans quelque chose qui n'est pas significatif. Alors évidemment que ça sert, hein, vous allez faire plus de dégâts, mais pas à ce point-là. Je trouve que ça serait dommage. Peut-être si vous jouez dans un New Game Plus, un New Game Plus Plus ou quelque chose comme ça, peut-être que ça vous servira. Mais là, très honnêtement, je vous conseille de mettre vos points ailleurs. Notamment dans l'ADP, dans mon cas. Alors, 69,7. Je vais augmenter aussi la vigueur. Oui, c'est ça. Du coup, je vais augmenter ma force. Je vais augmenter ma vigueur dans un premier temps. Je pensais pas que j'en allais en avoir besoin, mais finalement si. Donc c'est pas très grave. Donc une fois que c'est fait, tout simplement on va refaire la zone que je vous ai montré et on va aller tuer d'abord le poursuivant. Et vous allez voir qu'il y a une petite technique pour le tuer. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il va apparaître là-bas. Et que si vous venez là où je suis en ce moment, si vous venez ici, ce qui va se passer, voilà, si vous venez ici, eh bien, il va retourner dans son monde. Et pendant qu'il fait son animation et retourne dans son monde, eh bien, on va pouvoir le taper et le tuer. Je vous assure que vous avez peut-être 10 secondes, si vous êtes proche de lui, pour lui faire extrêmement mal. Donc je trouve ça vraiment, pour moi c'est la technique, c'est le poursuivant le plus facile, tout simplement parce qu'on va pouvoir abuser de cette animation. La dernière chose que je veux dire sur le poursuivant, vous voyez que j'ai énormément de choses à dire, hein. C'est vrai que, désolé si je vous saoule un peu avec, si je vous noie sous le nombre de mes mots et de mes phrases, mais voilà, pour moi tout est important. Mais voilà, il faut vraiment comprendre qu'à la fin, quand il lui reste 10% de vie, il va faire une attaque magique. En fait, il va vous envoyer des boules de... Alors, je sais pas si c'est de ténèbres ou quoi que ce soit, mais il va vous envoyer des boules comme ça, et bien sûr, il faudra se mettre très très proche de lui pour éviter... ou alors derrière, hein, tout simplement. Si vous mettez derrière lui, ça se passera bien. Je pense qu'il n'aura pas le temps de faire ses attaques de ténèbres, parce que je vais le tuer quand il fera son animation, où il partira. Allez, c'est parti. Attention, parce que il y a un arbalétier juste au-dessus. Voilà, donc je vous conseille vraiment de le taper ici. Donc c'est un ennemi très facile. Dans un premier temps, il va faire son attaque comme ça, hein, son bouclier magique, je l'appelle. Et l'idée, ça va être de rouler sur lui. Vraiment, quand il fait une attaque, essayez de rouler simplement sur lui. C'est vraiment la technique, moi, que j'aime bien. Alors, je vais juste me concentrer un peu. C'est pas un problème. Normalement, il ne pose pas de problème. Surtout que comme il y en a 4, on va avoir le temps. On va avoir le temps de s'entraîner face à lui. Alors. Je vais y arriver, hein, je vous assure. Faut juste un peu de temps. Allez, apprenez, je vais vous taper qu'une seule fois. Quand il a son épée bleue comme ça, il va essayer de vous maudire. Donc il va essayer de vous embrocher en fait. Voilà, là il fait sa triple attaque. Avec l'attaque, hop. Comme ça. Vous prenez des gemmes de vie, vous prenez votre temps. Et quand il fait cette attaque-là, bien sûr, il faut rouler. Et vous tapez. Moi, je tourne dans le sens anti-horaire. Je trouve que c'est quand même... Alors, j'ai vraiment pas de chance parce qu'il fait toujours son combo de triple attaque. Normalement, il fait plus souvent cette attaque-là. Vous voyez, c'est cette attaque où il essaye de vous maudire. Il fait cette attaque-là. Voilà, ça, vous l'avez bien compris. Et on continue. Voilà, cette attaque-là, c'est la plus facile parce qu'en fait, il suffit simplement de vous rouler dessus au bon moment. Donc là, je vais le tuer sans vous montrer en fait la technique. Je vais vous montrer ça. Regardez ce qui va se passer. Il va venir. Ah bah non, il vient pas du coup. Tout simplement, voilà. Là, il part en fait. Je me demandais en fait, il allait pas partir. C'est simplement qu'il allait faire son attaque de ténèbres. Bon, mais j'ai pas réussi à vous montrer. C'est plutôt dommage. Voilà, vraiment la technique, c'est les roulades. C'est pour ça que je vais aussi faire en sorte d'augmenter mon ADP pour être de plus en plus agile, car mon idée c'est vraiment de faire les roulades au bon moment, c'est vraiment un coup à prendre. Prenez le temps, je vous conseille vraiment, même si vous mourrez plein de fois, prenez le temps de comprendre son pattern, de comprendre ses mouvements et de le tuer comme il faut. Je vous le conseille vraiment parce qu'en fait on va en rencontrer du coup 3 autres. Et autant vraiment s'entraîner, autant les tuer et augmenter son épée de Dangleck. Après, si vous utilisez une autre épée et vous avez besoin de titanite classique, bon, y a aucun problème, hein, vous n'êtes pas obligé de le tuer. Ici, j'ai des objets pétrifiés, c'est des objets que je vais, vous voyez,
En fait, en appuyant sur croix, je mets l'option laisser. C'est des objets qu'on peut donner aux oiseaux. Et les oiseaux vont avoir l'intelligence par moment de vous donner des petits cadeaux. Donc vous lui laissez des objets pétrifiés. Oui, c'est des objets pétrifiés. Vous donnez ces objets-là et vous avez la chance d'obtenir des titanites scintillantes. Je pense que je vais vous le montrer dans une des 2 vidéos qui arrivent. Voilà, donc en fait, je vais refaire. Aïe! Il m'a fait mal. Je vais refaire la zone. Voilà, les piliers en bois, meilleur ami. Alors que le chien se barre. Vous avez vu? Il est parti. Bah dis donc, je vais y arriver. Ah, c'est marrant parce qu'il est parti, puis il est revenu. Je me suis dit, tiens, et bonjour à tous, c'est Calderman. Aujourd'hui je vous invite à suivre la vidéo sur la forteresse oubliée. Donc c'est une région qu'on peut visiter très tôt dans le jeu, puisque on peut s'y téléporter directement après avoir tué le poursuivant dans la forêt des géants. Donc c'est une région vraiment qu'on peut faire assez tôt. Moi j'ai préféré la faire un peu plus tard, tout simplement parce qu'on va rencontrer notamment, autant si les mobs et les ennemis ne sont pas très puissants, c'est les boss qui vont poser problème avec que ça soit les sentinelles ou alors que ça soit avec les gargouilles. Même si les gargouilles, ce n'est pas tout à fait dans la même région, mais c'est vrai que c'est tellement proche et lié que du coup on a tendance un peu à mélanger les deux. Bref, les boss étaient un peu durs, du coup on va le faire maintenant puisqu'on a un niveau quand même assez élevé et on va pouvoir du coup on va dire se balader entre guillemets, puisque comme d'habitude, cette fois-ci, ce qui va être très intéressant, ça va être le nombre d'ennemis par moment qui peut nous submerger, et ça risque d'être compliqué. On va retrouver en fait des ennemis qu'on avait rencontrés à la fin de la forêt des géants, c'est-à-dire au moment où on a tué le poursuivant. Juste avant, on avait rencontré des ennemis qui ressemblaient un tout petit peu à l'armure de Ken Hurst dans Bloodborne. Donc on va rencontrer ces ennemis là. Parfois ils vont être 2, 3 et parfois plus. Du coup il faudra se débrouiller évidemment pour les tuer rapidement. Dans cette vidéo, comme je vous montre ici, ça va être très intéressant parce qu'on va pouvoir enfin commencer à augmenter notre épée de Drangleic. On va pouvoir enfin l'infuser en foudre, donc vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais me préoccuper dans un premier temps de vous présenter une partie, je dis bien une seule petite partie de la région de la forteresse oubliée. On va augmenter du coup l'épée de Drangleic en plus 3, on va essayer du moins parce qu'on va rencontrer des poursuivants. Et on va l'infuser en foudre. Donc voilà, un programme quand même assez copieux, même s'il n'y a pas de boss et tout ça, c'est pas très grave. Moi dans un premier temps, ce qui m'intéresse vraiment ici, c'est de faire en sorte que mon personnage soit prêt à accueillir les différents boss de la zone. Sachant que dans une des zones après la forteresse oubliée, on va pouvoir tuer le premier roi. Donc ce qui va se passer, pour vous dire un petit peu, je vais faire 3 vidéos sur la forteresse oubliée. Donc, une première vidéo où je vais faire le tour de la forteresse oubliée sans récupérer 2-3 petits objets. Une deuxième où en fait on va commencer à récupérer des objets et on va aller tuer les gargouilles, et une troisième vidéo avec on va récupérer une clé, la clé de la forteresse, et ensuite on ira tuer le boss, le premier boss voilà, parce que dans le jeu en fait le premier boss qu'il faut tuer sur les 4, c'est quelque chose qui est obligatoire évidemment. Je dis pas les noms parce qu'en fait je risque de dire des bêtises. Je sais que le boss c'est la prêtresse en fait il me semble, mais je suis pas tout à fait sûr, donc je préfère éviter de dire des noms ou quoi que ce soit. Je vous donne juste en fait l'introduction des 3 vidéos qui vont venir et qui vont tourner autour de la forteresse oubliée. Donc dans un premier temps j'ai pris le feu qui était le qu'on peut trouver le plus tôt possible, donc c'est après avoir tué le poursuivant. Et vous allez voir qu'en fait on va parler beaucoup du poursuivant parce que c'est une zone où on va pouvoir gagner, enfin en tout cas avoir des titanites scintillantes, pour la simple et bonne raison parce qu'on va rencontrer des poursuivants. Donc en tout dans la région il y en a 4 et on va devoir les tuer cette fois-ci sans utiliser d'arbalète, on va devoir les tuer avec notre petite épée, et du coup à chaque fois qu'on va en tuer un on va récupérer une titanite scintillante, et comme ça c'est vraiment très très bien. Vous allez voir que à la fin de cette vidéo mon épée principale sera l'épée de Drangleic. C'est une épée vraiment très très intéressante. Donc le premier poursuivant que l'on peut rencontrer c'est ici, mais avant d'y aller, bien sûr je vais aller m'occuper d'infuser mon épée de Drangleic. Voilà, donc c'est vrai que c'était une longue introduction, je vous l'accorde, mais j'avais vraiment beaucoup de choses à dire, tout simplement parce que je comprendrais qu'à la fin de cette vidéo on me dise bah tiens t'as pas tiens je vais juste parler de mon attaque à deux mains.
Voilà. Regardez cette attaque à deux mains avec mon épée de feu. Très intéressante, ça déstabilise mon adversaire, il peut pas nous attaquer. Elle est vraiment très puissante. Voilà, donc comme je vous disais, j'ai préféré faire une longue introduction parce que voilà, je vais pas faire toute la zone de la forteresse oubliée, donc ne vous inquiétez pas s'il y a des oublis, c'est pas grave parce qu'on y reviendra dans la deuxième et troisième vidéo. Voilà, donc on rencontre de nouveau Lucasiel, c'est très important de lui parler maintenant, parce qu'on va après, une fois qu'on lui aura parlé, on va la retrouver dans le Ravin Noir, mais ça sera dans 4 ou 5 vidéos maintenant. Mais c'est intéressant de lui parler maintenant, et vous allez voir qu'elle a des choses à nous dire, son histoire est plutôt émouvante. On voit qu'elle a une relation avec son frère, et en réalité, son frère a été, on va dire qu'il a reçu un maléfice, et du coup Lucasiel le cherche. Juste une petite chose, donc là on récupère la clé et aussi n'oubliez pas qu'il y a 2 coffres quand on arrive, on se fait téléporter avec l'oiseau là. Il y a 2 coffres à ouvrir, dont notamment un qui possède une braise mourante, il faut absolument l'avoir avec vous. Voilà. Donc là elle dit tout simplement que avec son frère ils se sont amusés à essayer de se battre à l'épée, mais elle a toujours été moins forte que lui. Voilà, donc il a disparu, et elle, tout simplement, elle le recherche. Et une fois que vous lui avez parlé, et bah du coup, on va en continuer l'histoire avec Lucasiel, et on pourra l'invoquer contre différents boss. C'est plutôt cool. Alors, on pourrait aller sur la gauche là-bas, mais on ira un peu plus tard, parce qu'en fait, il faut une branche embaumante. On va en récupérer une, en fait il y en a une juste à côté, et ça je le ferai je pense dans une autre vidéo parce que c'est la région où nous allons tuer le premier boss de la zone, les sentinelles. Un boss assez compliqué si on arrive à bas niveau ici, hein. Ça on va pas se mentir. Vous voyez qu'on retrouve en fait ces ennemis, moi je les appelle les Kunhurst, mais tout simplement parce que dans ma tête c'est plus clair. Voilà, il faut une branche ancienne embaumante. On va pas s'en occuper maintenant. Alors, ici, l'idée, ça va être d'attirer l'ennemi, vous voyez, qui est ici. On va lui lancer, pourquoi pas, un petit kunai empoisonné, histoire qu'il vienne vers nous. C'est très important, en fait, qu'il vienne vers nous, parce que tout simplement, il a un bidon explosif qu'on va utiliser pour faire exploser un mur et rejoindre Macduff. Du coup, c'est le forgeron qui va nous permettre d'infuser notre arme. C'est vrai que j'aurais pu aller chercher la clé de la forteresse maintenant, mais je trouve que ce n'est pas intéressant en fait. Tout simplement parce que je préfère... Voilà, moi, en fait, mes 3 vidéos, je les ai un peu écrites dans ma tête, et du coup, je sais l'ordre que je vais donner. Donc ne vous inquiétez pas, hein, après vous faites comme vous voulez, hein, si vous connaissez le jeu et vous savez où se trouve la clé de la forteresse, bah allez-y, hein. Il n'y a aucun problème avec ça. Je vais essayer donc du coup je vais essayer de la faire tomber le tonneau pour que ça explose. C'est pas gagné. Ah bah j'ai eu de la chance. Ok. Ouais, c'est vrai que là le moteur graphique, le moteur du jeu parfois donne un peu le vertige. Alors ici il y a une grille à ouvrir, on l'ouvrira dans quelques instants maintenant. Je vous conseille d'avoir 7000 âmes sur vous, c'est pas mon cas, c'est plutôt dommage. Voilà, la clé de la forteresse en fait ouvrirait simplement la petite porte. Ouais, moi il me faut 7000 âmes, bon, ça m'embête un petit peu. C'est pas très grave, hein, j'irai farmer un petit peu, je sais pas si je couperai la vidéo, mais j'irai taper en fait des chiens. Les chiens qui sont qui peut générer pas mal d'effigies humaines, donc si vous en avez plus, vous pouvez essayer de farmer un peu ces effigies humaines, sachant qu'ici les chiens, il y en a pas mal. Allez, on va aller voir Macduff, avec plusieurs coffres à ouvrir, bien sûr. Des coffres à côté d'un forgeron, eh bien, c'est souvent des titanites et tout ça, ou des armes. Alors, il va nous demander la braise, donc la braise, on l'a récupérée juste avant Lucasiel. Avant, dans Dark Souls 2, le jeu de base, elle était à la forteresse de fer. Donc du coup, on était obligé de faire la forteresse de fer pour obtenir la braise. Et ici, là, je pense dans Scholar of the First Sin, ils ont dit que c'était peut-être un tout petit peu compliqué de faire dans ce sens-là. Du coup, ils nous ont aidés, ils ont mis simplement la braise à côté. Vous voyez qu'il vend un arc long avec des grandes flèches en fer. Donc ça peut être intéressant pour ceux qui souhaitent avoir un arc un peu plus puissant. Même si je trouve que c'est pas le mieux. Par contre, il vend un bouclier avec 100 de parade physique. De résistance physique, c'est plutôt intéressant.
Et vous voyez que je pourrais augmenter pour 1180 âmes mon épée de Drangleic. Donc là je suis en plus 1. Mon objectif, comme je vous l'ai dit, hein, à la fin de ces 3 vidéos là, c'est que mon arme soit en plus 3. Donc c'est très simple en fait, hein, les titanites scintillantes. Pour l'augmenter en plus 1, il faut une titanite scintillante, en plus de 2 titanites, et etc. etc. Jusqu'à plus 5. Voilà, on voit que notre ami Macduff est